beaucoup de vous retrouver. Je sais que vous êtes des milliers dans les cadres de ces rendez-vous. C'est bel et bien pièce contre pièce, acte 48. Je suis très heureux de retrouver encore une fois Mathieu Takizala. Il est bien présenté, c'est un entrepreneur congolais. Merveilleux. Pareillement, John. Joyeux Noël à tous les Congolais. Joyeux Noël à les Congolais de la diaspora. Ouais. Parce qu'avec, depuis 2020, Covid-19 a mis les espoirs de tout le monde en doute. Je sais qu'aussi de la diaspora. D'entrée de jeu, Noël, c'était c'est samedi, donc c'était hier. Constat, ça a été par rapport à d'autres années non, quel est le constat que vous avez fait? On ne va pas voiler de la face parce que vous savez qu'avant Noël d'abord, avant 2020, la situation socio-économique de la République démocratique du Congo commence dès les années 73 à s'empirer. Donc nous avons plus de chômeurs dans le territoire et puis l'informel est devenu règle. Logiquement, on ne peut pas regarder le baromètre économique avec l'informel. Donc la situation devient de plus en plus difficile pour nos compatriotes et je sais qu'il faut l'intellectuel congolais doit faire de sorte que nous puissions redonner la lettre de noblesse sociale aux Congolais, ceux qui sont en dehors du territoire et ceux qui sont même à l'intérieur du territoire. Merci beaucoup également, Honoré, de la présence de Chris Mukendi. C'est un cadre et communicateur de AFPCA, le parti cher à l'honorable président du Sénat. Mes vœux, cher John, je présente mes vœux le meilleur à tous tes collaborateurs qui sont à la technique derrière la caméra et aussi à M. Mathieu Takizala, que j'ai le privilège de partager le plateau avec lui ce dimanche, mais aussi à tous vos nombreux téléspectateurs. Et je pense que... Même question, constat 24 heures après Noël. Non, je crois que 24 heures après Noël, on ne va pas se voiler la face. La situation sociale de notre pays est au noir. Il ne faudrait pas venir ici pour tromper la vigilance des Congolais, ni têter la solidarité que nous avons entre nos Congolais. La solidarité congolaise. Ce qui nous sauve, c'est cette solidarité que nous avons. Et cette solidarité est aussi encouragée par le chef de l'État, qui veut qu'à chaque célébration de Noël, que ceux qui ont quelque chose à manger, de pouvoir aussi partager avec ceux qui n'en ont pas. Et c'est cette solidarité qui nous aide à pouvoir avancer. Mais nous croyons à un lendemain meilleur. Et nous pensons que le gouvernement nous croyons à un lendemain meilleur, ça c'est bien dit. Je profite aussi de l'occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs. Aujourd'hui, nous allons essentiellement faire les points, une sorte d'évaluation du bilan de l'année 2021 parce que le compte à rebours avait déjà commencé dans 6 jours. Nous allons dire adieu à l'année 2021. Une belle occasion pour nous pour faire les points. Alors, je commence avec Mathieu Takizala. Nous n'allons pas l'évaluer globalement. Nous allons prendre l'angle socio-économique. Alors, comment se présente ou comment a été l'année 2021? Bon, en tant qu'un chef d'entreprise, d'abord, je dis que l'année 2021, c'est l'absence de chiffre d'affaires. Or, quand le chef d'entreprise n'a pas de chiffre d'affaires, ça signifie que le terrain social, le terrain de revenus dans le territoire devient de plus en plus difficile. Or, le premier revenu d'un État, ce sont le revenu professionnel des entreprises. Et deuxième revenu d'un État, c'est le revenu des ménages. Ça signifie que le foyer congolais. Et je vous dis qu'aujourd'hui, moi, depuis 2019, je suis à Kinshasa pour donner de ce que nous pouvons rendre à la République démocratique du Congo comme un chef d'entreprise. Mais je vous dis que 36 mois, j'ai perdu tous mes revenus. Et 36 mois en 3 ans. Oui, 36 mois. Donc on a du mal à faire tourner l'entreprise. Et je pense que la situation se généralise pour tous les chefs d'entreprise du secteur privé du côté congolais. Et même les entreprises du bord de l'État, vous allez voir que les arriérés de salaire, tout ça, ainsi de suite. Pourquoi? Et il faut voir que l'entreprise vit avec des piliers. La première pilier, c'est l'accompagnement du secteur bancaire. Or, que vous n'êtes pas censé ignorer que le secteur bancaire congolais est absent. L'économie, elle n'est pas financée. Il n'y a pas longtemps que tous les dirigeants africains étaient au niveau de Paris et où le constat était que les économies africaines ne sont pas financées. Alors, un deuxième, c'est le carnet de commandes. Le carnet de commandes doit venir dans des dispositifs
d'abord sociétale entre les entreprises. Aujourd'hui, la plupart des entreprises congolaises ne cohabitent pas entre eux. Vous allez voir que être chef d'entreprise en République démocratique du Congo, ce n'est pas une mince affaire. Donc les difficultés se multiplient sur l'année 2021 qui va s'achever, parce que depuis 2020, Covid-19 jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu que tous les États du monde ont essayé de réanimer les agents économiques. Donc, et le ménage et les entreprises. Mais ce n'était pas vraiment le cas de la République démocratique du Congo. C'est que nous lançons l'appel en disant que sans secteur privé, ça sera extrêmement difficile que nous puissions conjuguer l'expression sociale. Parce que le social, c'est quoi? C'est une valeur ajoutée salariale. Donc nous devons avoir plus de gens qui travaillent, nous devons avoir des entreprises congolaises prometteuses, compétitives. Aujourd'hui, nous, les chefs d'entreprise congolaises, nous sommes en difficulté. Essentiellement à cause, il ne faut pas perdre de vue que Covid aussi est pour quelque chose. J'ai toujours dit en tant qu'économiste, cher Jen Kitenge, que les nations se créent autour des crises. Ce sont des crises qui donnent l'impulsion à des grands États. Ça signifie qu'il n'y a pas un État qui s'est créé sans crise. Et ce crise, il faut utiliser le politique de relance. Qu'est-ce qu'on appelle le politique de relance? Le politique de relance, ça signifie qu'il y a des piliers budgétaires et monétaires. Dans le monétaire, il faut, avec l'instrument de la Banque centrale qu'on appelle le taux directeur, pour permettre aux ménages d'avoir du cash flow et les entreprises d'avoir du cash flow. Et budgétaire, c'est l'augmentation de la dépense publique via un plan de relance pour relancer le système économique. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les deux piliers ne sont pas actionnés. Nous allons peut-être revenir sur les vraies causes aussi, le temps d'avoir déjà la réaction de Chrissy Mukendi. Chris, l'année s'achève, une belle opportunité pour nous pour évaluer cette année. Alors globalement, sur les plans socio-économiques, comment se présentent les tableaux? Je crois que le tableau a été présenté aux Congolais par les numéros 1 de tous les Congolais, les chefs de l'État, qui, en date du 13 décembre 2021, devant les deux chambres réunies en congrès, a eu à faire son message sur l'état de la nation. Et le chef de l'État a reconnu que socialement, les pays n'est pas encore... les indicateurs sociaux ne sont pas au vert. Il a reconnu notamment que nous sommes dans un pays où les fonctionnaires de l'État ont du mal à nouer les deux bouts du mois. Le chef de l'État a reconnu, et c'est vrai, que jusqu'alors, le gouvernement n'a pas été en mesure de rencontrer les besoins basiques de la population, notamment des questions en rapport avec l'addiction d'eau, des problèmes avec l'électricité. Et je crois que ce sont de besoins basiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je suis en train de réfléchir, parce qu'on a tendance à oublier que l'État est une continuité. Aujourd'hui, nous voulons que le chef de l'État puisse apporter des solutions. C'est vrai, parce que lorsqu'il était à l'opposition, il a dit qu'il a été élu pour ça. Il a été élu pour apporter des solutions. Ouais. Mais il faudrait que les gens qui nous suivent, ou nous qui sommes opérateurs politiques, nous devrions savoir que l'État est une continuité et le pouvoir une succession. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes dans un pays où pendant 18 ans, un régime qui vous a précédé a été incapable de répondre aux besoins basiques, on ne peut pas comprendre qu'en 2 ans, 3 ans, on exige d'un gouvernement, c'est vrai, puisqu'il a été élu pour ça aussi, mais on doit aussi, je ne dis pas demander à la population de patienter, parce que le besoin il est tellement pressant, on est resté longtemps dans notre désert et que Tshisekedi, qui nous a promis de nous faire entrer à Canaan, est arrivé. Il faut qu'il trouve des solutions. Mais il y a aussi un effort qui est en train d'être mené au niveau du gouvernement. Et moi, ce que je n'approuve pas chez le chef de l'État, c'est qu'il déplore ce qu'il a appelé l'absence de coordination de l'action du gouvernement. Ouais, il a parlé aussi
de la faiblesse du pilotage, mais je pense que le chef de l'État, c'est celui qui dirige la politique. Les poissons commencent à pourrir à par la travers, tête. ça c'est un faux débat, à travers le Conseil des ministres, c'est lui qui... Certains diront qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que Voilà. Donc des moi je mauvais dis, généraux. le chef de l'État doit sortir de la complaisance, parce qu'on ne va pas continuer indéfiniment à accuser les régimes Kabila. Le chef de l'État, lorsqu'il constate qu'il y a un secteur qui ne marche pas, parce qu'il y a un délégué du gouvernement qui ne joue pas son rôle, je crois qu'il revient au chef de l'État de tirer toutes les conséquences. Mais aussi, lorsqu'il fait cette déclaration devant les deux chambres, il est en train de livrer le gouvernement devant l'Assemblée nationale pour dire qu'au sein de mon gouvernement, il y a un déficit en ce qui concerne la coordination de l'action gouvernementale. Vous, députés, vous devez jouer votre rôle. C'est ça le message que le chef de l'État lance pour dire aux députés, vous devez interpeller individuellement les membres du gouvernement, parce qu'ils sont dans une sorte de gouvernement de coalition. Le chef de l'État ne peut pas commencer à révoquer les ministres. Mais lorsque les députés nationaux qui représentent la population constatent qu'il y a ces déficits de coordination dans l'action du gouvernement tel que le chef l'a indiqué, ils doivent activer des mécanismes constitutionnels, des mécanismes de contrôle parlementaire pour que les ministres qui sont faillibles puissent, comme le chef de l'État a dit, laisser la place à d'autres personnes, comme il a dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc moi je crois que l'heure n'est plus à faire des longs discours, comme il a reconnu aussi à Mbujimayi. Oui, il faut que nous puissions maintenant entrer dans l'action. Mais avec de nouvelles promesses à Mbujimayi. Le chef s'est lancé dans de nouvelles promesses. Lesquelles? Non, mais quand... J'ai vu le chef de l'État dire qu'il ne ferait aucune promesse. Non, mais il reviendrait en 2022. Quand il est avec l'AMIBA, déjà, d'ici peu, non, vous verrez, c'est encore une promesse. Je crois que ce ne sont pas des promesses, mais ce sont des réalisations qui sont déjà en cours. Ah bon? Lorsque le chef de l'État parle en ce qui concerne la province, ce sont de mécanismes qui ont déjà commencé. Le processus a été déjà engagé en ce qui concerne la réhabilitation de l'AMIBA, mais aussi les travaux au niveau de la province pour essayer de relever les niveaux de la province. Donc moi je dis, la balle est aujourd'hui, à travers je ne sais pas si les députés ont saisi le message du chef de l'État, mais la balle a été lancée dans les camps des parlementaires pour que le parlementaire interpelle chaque membre du gouvernement qui ne joue pas très bien son rôle. Alors, Mathieu Takizala, je reviens à vos réactions, mais il faut dire que l'année 2021, vers la fin ici, sera marquée par cette histoire des rames. Est-ce que cela a aussi négativement impacté sur les sociales, l'économique des Congolais? Bon, vous savez, en ce qui concerne le balance commercial extérieur de la République démocratique du Congo, nous sommes en négatif. Ça signifie qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, chaque État se repose par le PCR économique avec des instruments. Et ces instruments, ce sont des entreprises. Et même dans les années 60, on était même en avance, dans les années 70, parce qu'on avait des entreprises congolaises qui allaient même à l'international pour faire face. Et aujourd'hui, quand vous regardez la consommation de la République démocratique du Congo, est toujours centrée avec les autres économies. Ça signifie que nous ne produisons même pas la moitié de ce que nous consommons à la République démocratique du Congo. Et je vais revenir de ce que vous dites, donc la problématique de la télécommunication. Oui. Quand vous sillonnez dans tout le pays du monde, vous verrez que chaque pays a ce qu'on appelle l'opérateur historique. Et chez nous, en République démocratique du Congo, l'opérateur historique est en difficulté, ce qu'on appelle la poste. Logiquement, quand on était enfant ici, on avait des téléphones fixes à la maison qui étaient le fruit de l'opérateur historique ou l'opérateur national. La libéralisation du côté congolais a fait de plus en plus que cet opérateur reste uniquement quelqu'un qui donne des licences aux exploitants commerciaux. Et les 3/4 des exploitants commerciaux, ce sont des sociétés qui sont venues d'ailleurs, mais il n'y a pas un opérateur du côté congolais. Or, au début du GSM, le téléphone mobile, on avait un opérateur congolais, la famille Mbemba, à mon aîné Jean-Pierre Mbemba, je ne sais pas si cette licence est où jusqu'à aujourd'hui, mais vous sentez que la fixation de prix, il n'y a même pas la différence entre le forfait pour le professionnel, parce que moi je suis un professionnel, quand une entreprise va prendre l'Internet, ce n'est pas comme un particulier, et vous regardez que même pour le particulier, il n'y a pas de mini-abonnement,
on achète, vous pouvez acheter des unités le matin et puis le soir même vous ne consommez pas, on récupère des unités, en sachant que nous sommes aussi dans un pays où le pouvoir de consommation est quasi faible pour les Congolais, même ceux qui travaillent. Donc ce problème de la contribution autour des taxes, je crois qu'il faut qu'on revienne en arrière un peu. Il faut qu'on se pose des vrais questionnements de la société congolaise. Parce qu'aujourd'hui, l'exode est présent. Pourquoi les gens viennent plus à Kinshasa et à Lubumbashi au niveau de Goma? Parce que l'arrière-pays ne fonctionne plus. Or que le pays, c'est l'arrière-pays. C'est là où on va produire. Il faut l'outil de communication, il faut des voix, il faut ainsi de suite. Et moi, je me rappelle, vous parlez de Bakwanga. Bakwanga, c'est pourquoi les gens restaient en Boujima à l'époque. Les gens restaient en Boujima à l'époque parce qu'il y avait l'Amiba comme une grande structure. Ouais. Et puis autour de l'Amiba, il y avait des commerçants. Vous savez, le Kasaï, c'est le bassin des grands entrepreneurs. À l'époque, il y avait des gens, une seule personne avec 500 camions, 100 camions. Vous imaginez, mécaniciens, chauffeurs, magasiniers, tout ça, ainsi de suite. Et tous ces phénomènes sont quasi inexistants. Il y avait des banques qui accompagnaient ces dignes fils de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et on a fragilisé l'entreprise d'État qu'on appelait l'AMIBA. Donc l'AMIBA était parmi le vrai client des petites entreprises. Le vrai problème, les réformes à faire aussi dans ce pays, c'est ces entreprises de portefeuille, chers compatriotes. Normalement, les entreprises comme Spécial Auto que je préside devaient avoir des clients comme Sonas, Onatra, tout ça, ainsi de suite, pour que nous puissions être à l'intérieur du pays. Mais ce n'est pas le cas. Vous imaginez que la plupart des entreprises du secteur privé n'ont pas de carnet de commandes. Il n'y a pas de marché pour eux. Comment on peut créer des emplois dans un territoire où les grandes entreprises congolaises ne créent pas de la valeur? On voit plus de manifestations auprès des grandes entreprises congolaises. Depuis 2019, quand je suis arrivé ici, je disais à chaque fois au président Tshisekedi que non, on doit changer. Il faut puis nommer à la tête de ces entreprises les politiques. Il faut nommer les gens qui ont géré des boîtes. Parce que nous sommes en difficulté. Il faut évaluer ces entreprises. Il faut auditer ces entreprises. Bon nombre de ces entreprises, même l'outil de production fait défaut. Mais à quoi sert de nommer un directeur général dans une entreprise où l'outil de production fait défaut? Prenons le cas de l'entreprise de port et de transport maritime, qu'on appelle OCPT aujourd'hui. Quoi, Onatra, c'est ça OCPT, je crois. SCPT. Oui, oui. Mais comment on peut le mettre à la fois patron gérant des ports et à la fois les entrepôts, à la fois le navire? Non. Transport et port. Non, non, il faut scinder. Ou on a une entité qui est uniquement port autonome du Congo, de la RDC, qui va gérer des ports. On a une entité qui est pour le balisage, on a une entité pour le bateau, ainsi de suite. Là, on peut avancer. Et puis chercher des actionnaires. Parce que l'État aujourd'hui n'a pas assez de moyens pour injecter dans ces entreprises. Parce que l'absence de la compétitivité pour les grandes entreprises du portefeuille, on va avoir du mal pour faire développer les petites entreprises congolaises. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez que le chômage est à 85% de la population active. Mais pour revenir au RAM? Donc, au RAM, oui. On a toujours dit ici que